debout, mais c'est pas très grave. Bon, ça, c'est pas... Mais c'est une partie de tes activités Voilà. à l'aube des années 2000. Ouais, donc juste je voulais finir, donc ils nous ont expliqué que c'était pas possible, qu'on pouvait pas laisser dans un salon, dans une salle à manger, une moto entière. Bah oui, bien sûr. J'ai même une petite anecdote autour de ça. Sur un des salons, je crois que c'est à Vincennes, au Moto Légende, un chef d'entreprise passionné de moto, bien propre sur lui, l'essaye, passionné, il me dit donnez-moi votre carte, je veux vous en acheter un. Sa compagne ou sa femme s'approche, lui fait ça dans le salon, jamais. C'est un cas de divorce instantané. Oui, mais il aurait pu. Voilà. S'il avait une grande maison, il pouvait se dédier une pièce au simulateur, comme d'autres ont une salle de billard, dans le fond. Et je trouvais que c'était très bien. Oui, c'était très bien, très bien. Bon, mais ça nous emmène où, ça? Vers la restauration de machines anciennes? Nous sommes en plein dedans. Là, on est... ça, c'est... J'ai pas assez de doigts sur la main pour compter tes activités. De 2005, 2006, à peu près, ça, ouais. Que je dise pas de bêtises. Alors, il y a un moment, en quelle année tu quittes Chartres pour... c'est plus tard, ça. C'est plus tard. 2014, 2015. Parce que nous ne sommes plus à Chartres, nous sommes dans un coin perdu de la région d'Avignon. Au début de la Camargue. Au début de la Camargue, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus tard. Ça, c'est quelques années plus tard. Donc là, c'est 10 ans plus tard. À cette époque-là, j'avais fait la connaissance de JBB, Jean-Bertrand Bruno. La machine derrière nous. La machine, l'œuvre d'art de Jean-Bertrand est derrière. J'avais fait sa connaissance car un de ses contacts, alors je le connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais pratiqué. Pour être honnête, je reconnais que je le prenais pour un illuminé, ce qui n'était pas du tout le cas. Je lui avais dit une fois, je m'en étais ouvert à lui, je lui ai dit j'ai fait un faciès, j'avais jugé au faciès, et c'est pas bien. Il ne faut jamais juger les gens sur la mine, hein. Voilà. C'est bien connu. Et donc, il m'avait demandé de fabriquer pour un contact à lui une moto avec une Ducati 996 pour Renzo et un Fenarena. Et j'avais découvert ce personnage qui était très intéressant. Un petit peu lunaire de temps en temps, mais vraiment techniquement intéressant, qui avait exploré des pistes un peu différentes. Et donc, du coup, je me suis mis à beaucoup collaborer avec l'équipe qui a été créée en 2006, l'équipe qui aujourd'hui s'appelle Métis, qui, la semaine prochaine, sans essai, le mois prochain feront les 24 heures du Mans. C'est leur 16e saison avec la JBB, qui est tout à fait performante. Pas pour gagner des courses, mais qui est loin d'être ridicule. C'est une équipe amateur, de toute Voilà, façon. tout à fait. Et donc, je collaborais pas mal. Jean-Bertrand, par son intermédiaire, ça m'a amené quelques petits clients. La structure était beaucoup plus légère, on était 2, 3, bon, c'était pas très grave. Et le bâtiment était payé, on avait revendu les semi-remorques, c'était pas l'affaire du siècle, mais bon, pas de dette, pas d'huissier devant la porte, on continuait à faire des trucs plutôt sympathiques. Alors j'ai un petit peu de mal à citer des sujets importants, mais des fois ça peut me revenir. Le seul sujet important dont on peut parler qui boucle la boucle de l'entreprise officielle, Reflex, c'est en 2009, avec Jean-Bertrand et un copain commun à nous qui s'appelle Stéphane Meunier, on s'était dit, tiens, on pourrait pas faire une moto électrique. Il y avait des balbutiements d'un embryon de naissance de quelques courses de moto électrique en 2009. Les Anglais, au Tourist Trophy, il y avait une épreuve, il y avait quelques épreuves en Europe qui étaient assez bancales, et on trouvait plutôt amusant, pourquoi pas, d'essayer de faire ça. Là, on avait été d'un optimisme débordant en se disant, les gens de l'électrique, ils n'ont jamais fait ça sérieusement. On s'était bien trompé. Vous avez quand même fait un joli petit prototype qui a été essayé par bon nombre de pilotes. La Fédération française de moto, vous voyez ça d'un plutôt bon œil. Oui, alors c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a acheté en Chine un moteur ici, des batteries là, on a branché des fils et mis des roues autour. Non, en fait, j'avais gardé une des 125 de Sébastien Charpentier. On l'a descendu du grenier, on a enlevé le moteur, le réservoir et tout ce qui nous gênait, et on avait greffé le moteur. Bon, c'était immonde, il n'était pas question de prendre une d'un départ, mais au moins essayer de se déplacer de A vers B. Et en fait, même de A vers B, on n'y arrivait pas, puisque la moto, sur la béquille, elle tournait bien, il n'y avait pas d'effort. Dès qu'on essayait de se déplacer, elle prenait feu.
Donc, c'était pas terrible. C'était pas la seule. Les débuts de l'électrique, sur 2 comme sur 4 roues, ils ont eu ces problèmes. Voilà. Donc, quand même, on a persévéré. Je trouvais l'idée, bon, on faisait pas ça, ça ne nous coûtait pas cher. On faisait ça avec des moyens plutôt dérisoires. Et puis, petit à petit, comme elle fonctionnait plutôt bien sur la béquille, mais il fallait éviter de se déplacer, j'ai contacté Jacques Boll à la fédération, qui m'a dit, viens me montrer ce que tu as fait, nous, ça nous intéresse. Non pas pour organiser des courses de moto, mais Jacques avait, depuis longtemps, pris conscience pour défendre la moto thermique, il faut donner l'impression qu'on ne néglige pas la piste électrique. Qu'on ne néglige pas cette piste-là. Il y a les comités de riverains autour des circuits. Il fallait communiquer autour du fait, on s'en occupe, on s'en occupe. Et on va y arriver. Donc Jacques, on est allé à la moto, dans le hall de la Fédé avenue Parmentier. Je lui ai dit, vas-y, attrape la poignée, il a donné des grands coups d'accélérateur, on va pas dire des coups de gaz. Et il m'a emmené dans son bureau et tout de suite, m'a proposé de nous aider. Donc en mettant à disposition une autre 125, en débloquant un petit budget pour qu'on démarre à développer un proto. La marche d'après, j'avais fait la connaissance à Chartres de François-Xavier Huille, un industriel qui fait de la moto, qui avait fait 3-4 fois le mototour, passionné, qui roulait en moto ancienne, qui allait aux coupes moto légende par la route avec sa vieille Norton, donc plutôt sympathique. Et donc j'ai poussé sa porte à la HCCI pour lui proposer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une moto électrique qui soit une vitrine du département. Et la proposition, c'était de faire une JBB électrique. Donc le triangle fourche avant, le moteur, avec pour projet de participer aux épreuves du championnat du monde qui était balbutiant, mais surtout de communiquer autour d'un produit innovant pour les entreprises du département. Comme lui, il avait le listing et les contacts, en plus, paramètres supplémentaires, il visait la présidence du MEDEF du département. Et un jour, on m'a dit que je collaborerais avec quelqu'un du MEDEF. J'aurais été lapidé dans la cour assez rapidement par mes copains, mais bon, c'est quelqu'un de très intéressant. J'en ai connu beaucoup, tous des gens intéressants, et c'est pas des pestiférés, j'en conviens. Non, loin s'en faut. Donc bref, ça s'est très bien passé, car il a très vite eu envie de faire quelque chose, et il a créé une entreprise qu'il a appelée HCare, H de sa première lettre. Et Care, voilà. Et en fait, lui, il était le PDG, il l'est toujours certainement, le PDG d'une holding d'investissement qui s'appelle H Finance et qui finançait des projets innovants. Et bien évidemment, ça s'est fait. Et pendant 4 ans, on a développé des protos, 1, puis 2, puis 3, on en a fait 6 étalés sur 4 années, avec l'espoir, surtout François-Xavier, moi je ne voyais pas trop où étaient les clients, qu'il y ait une demande, qu'il y ait des clients, et au bout de 4 ans, devant l'absence absolue de clients, François-Xavier a dit, écoute, on arrête, je me suis trompé, et bon, on a essayé, c'était intéressant, passionnant, on avait plein de contacts. L'énorme différence entre l'électrique et le thermique, quand on pousse une porte, moi je l'ai fait pendant des années, tu montes un dossier, tu le déposes, c'est l'adjoint stagiaire qui te reçoit dans les marches d'entrée. Donnez-moi votre carte, on va vous rappeler. On va vous réécrire. Ouais. Dès que dans le bout de la phrase, il y avait le mot électrique, c'est la direction qui te recevait dans le bureau, dans la seconde. Et la première question, c'est combien vous voulez. Je caricature, mais pas trop. Bon, depuis 10 ans, les esprits se sont calmés, car l'électrique n'est pas aussi... Sauf que dans le même temps, les politiques s'en sont emparés et vont l'imposer dans des proportions... Là n'est pas le débat, nous on parle de moto de course. On est d'accord. Donc, fin 2013, François-Xavier décide d'arrêter, et simultanément, mon copain associé, Jean-Sylvain, décède d'une rupture de l'aorte. Il venait d'avoir 60 ans la semaine qui précédait. Coup dur, gros coup Donc, dur. Moi je vais avoir 62 ans, j'ai plus de revenus, parce que comme je suis entrepreneur, j'ai pas accès au chômage. J'ai 62 ans, mon copain il est mort, le projet s'arrête. Donc là, il y a une remise en cause radicale. Il y a un moment un peu difficile. François-Xavier a été vraiment très classe. Il a licencié l'équipe dans d'excellentes conditions, donc ça s'est très très bien passé. Et donc, il y a un petit blanc quand même. Un petit peu question de recherche, mais d'un tout autre genre. On va découvrir maintenant la Luciole. C'est pas une bestiole, non, c'est le nom d'une moto électrique conçue et fabriquée à Chartres. Et les premiers essais ont eu lieu en octobre dernier. Une grande sœur est actuellement à l'étude pour le loisir. Quelle initiation sur circuit. Rappelez-vous que le poids des batteries a longtemps été un obstacle pour l'énergie électrique et les 2 roues. Cette fois-ci, ça fonctionne. Myriam Metaoui et Meila Mendy.
Circuit du Luc, dans le Var, en octobre dernier, tout premier tour de roue pour une moto pas tout à fait comme les autres. Seul indice, le son. La Luciole, prototype de moto électrique, a été conçue ici, dans cet atelier. Le projet remonte à un peu plus de 2 ans maintenant. Qui fabriquait des moteurs électriques, qui fabriquait des batteries, qui fabriquait l'électronique qui venait autour de tout ça. En fait, on a eu un petit peu de mal à définir l'objectif que l'on poursuivait, car n'ayant pas de référence, il y a à peu près 2 ans, il n'y avait aucune moto de compétition électrique. On savait que c'était naissant, et pour la faire, on a passé pas mal de mois d'abord à chercher. L'électrique, un nouveau challenge pour ce passionné de moto qui gagne les 24 heures du Mans il y a tout juste 20 ans. Yves bidouille, bricole depuis 1975. La Luciole, 140 kg, développe 30 chevaux, 130 à 135 km/h, avec une autonomie d'environ 40 minutes. Parti d'une feuille blanche, ce prototype n'est pas définitif, puisqu'Yves Carlo et son équipe préparent déjà la moto suivante. C'est une moto que l'on voudrait produire en petite série à l'horizon, on va dire fin 2012. C'est une petite moto de loisirs et d'initiation pour aller rouler sur les petits circuits, qui s'adresse aussi bien à des adultes, mais aussi et surtout, par le biais de la Fédération française de moto, aux adolescents qui vont découvrir le sport moto vitesse. Même si les sports mécaniques tout électriques commencent à se développer pour de nombreuses raisons techniques, notamment l'autonomie des batteries, la moto électrique ne risque pas de remplacer tout de suite la traditionnelle moto thermique. Donc en fait, Yves, là, on arrive à un tournant de ta vie. Si j'ai bien compris, c'est 2002. Tout a été remis en cause par la disparition de Jean Sylvain. 2013. Pardon, 2013. Et c'est un moment où tu vas te reconvertir encore complètement, enfin tout en faisant les mêmes choses, on va dire. Mais du coup, tu avais depuis longtemps une maison dans le midi de la France. Tu vas décider de quitter l'atelier de Chartres. Il était à la société, donc tu vas liquider tout ça, prendre ce qu'on pourrait appeler une retraite bien méritée, mais en même temps hyper active. Et si je puis dire, petit clin d'œil, à tes débuts, la société qui s'appelait KYF, pourquoi Kerlo Yves Fabrication, comme tu vas un peu la changer de carburant, pour reprendre un jeu de mots que je t'ai déjà entendu faire, ça va devenir KIR, Kerlo Yves Restauration. Et voilà le pourquoi nous sommes devant cette machine, cette JBB, pourquoi il y a ces autres machines dans cet atelier. Tu es en train de restaurer des machines anciennes, et c'est devenu ton activité unique et principale, quasiment. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour en arriver là, il faut une fois de plus revenir un petit peu en arrière, tout à fait par hasard et sans aucune idée d'entreprise. Les gens que je côtoyais et même des gens qui me laissaient des motos à l'atelier, je me suis retrouvé par exemple avec Marco Raymondin de Brooklands, avec une Ducati à remettre en état. On était dans le vintage, on était dans les motos classiques. Il y avait dans le grenier à l'atelier des motos à moi, à Jean-Sylvain, il n'y avait pas de quantité industrielle, il n'y avait pas de collection, mais il y avait une TZ, une Ossa SPQ, un petit Credler que j'ai mis 20 ans à remettre en état. Rien d'important, mais tout doucement, il commençait à y avoir, et Hubert Rigal m'amenait régulièrement des motos à restaurer. À Chartres, oui, je me souviens en avoir vu, oui. Donc, je dirais, dès le milieu des années 2000, Hubert m'a beaucoup fait travailler. Il amenait des motos qu'il avait pour lui, pour ses clients, des contacts, tout ça était très très intéressant. Et puis, j'ai effectivement transformé Kif en Kir, ce que j'appelle le résultat d'une discussion de bistrot en rigolant, de manière avec l'Arge aidant, on changeait de carburant. Donc, mais Kir en fait est complètement virtuel, car il n'y a jamais eu d'entité, qu'elle soit artisanale ou SARL. Kir, c'est juste un clin d'œil rigolo. Voilà. Bruno Desgaillés, avec qui je collaborais, le photographe, m'avait guidé vers quelqu'un pour construire un site internet autour de ces restaurations. Et puis de fil en aiguille, pour l'alimenter ce site internet, on m'avait expliqué qu'il serait bien que je fasse un petit historique, qui est celui qu'on vient de raconter, en quelques mots avec des images. Et donc il avait fallu rédiger un petit texte sur le site internet, et c'est le célébrissime Jacques Bussillet qui avait rédigé Ça m'est complètement sorti. Il y a 20 ans, 2002.
Mais Voilà. maintenant que tu le dis, oui, ça doit être Alors, vrai. je fais mon malin, avant que tu viennes, j'ai fouillé pour essayer d'identifier le moment où ça s'était fait, donc c'était 2002-2003. D'accord. Donc, sans véritable activité importante, mais de temps en temps, d'autre côté, on n'avait plus Michelin, il n'y avait plus Vauxhall, on était un petit nombre, et puis le petit complément qui était autour de des motos anciennes, classiques, était le bienvenu, hein, Voilà. pour arriver à rester vivant. Hein, c'est pas avec ça qu'on devient milliardaire, enfin pas nous tout au moins, mais ça permettait de continuer. Et j'avais commencé à restaurer les JBB tout doucement, et c'est vrai que à ce moment-là, par la force des choses, c'est-à-dire que mon âge, à Canonique. oui, Jean-Sylvain n'étant plus là, et comme on était ensemble sur la SCI du bâtiment, eh bien il fallait vendre les bâtiments pour que son épouse, la veuve, puisse Et sa part, tout à toucher fait. sa part, ce qui était légitime. Et comme nous avions, avec ma femme, acheté une maison près d'Avignon depuis une vingtaine d'années, eh bien, tout doucement, elle devenait habitable, parce que ce qui n'était pas le cas au départ, hein, le toit tombait à l'intérieur, c'était une véritable épave. Et j'avais de quoi, moi, dans la grange, de me faire un petit atelier. Et tout doucement, je me suis délocalisé de Chartres vers à côté d'Avignon, dans un petit village, et je me suis reconstruit un atelier. Grosso modo, j'ai mis 2 ans à déménager, parce que ça ne se faisait pas dans un claquement de doigts, puisque ça n'avait pas été anticipé, c'était pas prévu que ces événements arrivent d'un seul coup. Bien sûr. Donc il a fallu que je me construise un mur, les portes, les fenêtres, il n'y avait rien, hein, c'était une cellule vide. Je me souviens d'avoir vu la grange ouverte. Donc pendant Tout à fait. 2 ans, avec mon camion et une remorque, je déménageais, je vidais, je vendais. Il y avait 30 ans d'accumulation à tout le monde. Comme il y avait de la place, tout le monde nous laissait des motos, des affaires, des trucs. Donc il a fallu vider, vendre, qu'est-ce qu'on garde pas. D'ailleurs, je me souviens de la première fois que je suis venu voir cette maison, et à cette grange ouverte, il y avait un Fiat 238. Et tu m'avais dit, tu pensais pas encore faire des restaurations, et tu m'avais dit en rigolant, ça serait bien de leur peindre aux couleurs d'une écurie des années 70 pour faire aller avec les motos anciennes. Qu'est-ce qui est devenu ce Fiat? Alors il a fini à la casse parce qu'en fait, Il était il était trop fatigué, et puis restaurer une moto, j'irais presque jusqu'à dire que c'est facile. Un 4 roues, il faut de la place, faut du matériel, faut vraiment beaucoup, faut un carrossier, faut plein de choses. Donc en fait, c'était une connerie. Donc, surtout, bon, c'est une petite il a fini à la parenthèse casse. dans notre Il a fini histoire, avec mais des charges. tu l'as vu, tu te souviens, Bruno Desgaillec, que tu viens de Ouais. citer, avec des copains, ils ont restauré un tube Citroën Tout à fait. qu'ils ont repeint aux couleurs d'une écurie des Non, il a années mis- 80. Non, il a mis aux couleurs HRC. Hein. Oui, aux couleurs HRC. Pour faire le peu importe, mototour. Voilà. Mais ils se sont aperçus que faire rouler un tube Citroën qui dépasse pas 70 et qui dans les côtes et que tu as 40 à l'heure, à l'époque ça gênait personne, mais c'est plus utilisable aujourd'hui. Et puis, Il faudrait le déplacer avec une voiture, une remorque et ainsi de Ouais, suite. un quoi. Fiat 238, si tu mets les moyens, ça roule à 130, c'était tout à fait possible. Mais bon, d'un seul coup, on changeait de catégorie, Oui, et en plus, oui. j'avais le déménagement, j'avais Mais le vraiment... clin d'œil deux est joli, préoccupations. c'est vrai. Oui. C'est Mais je reconnais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que je franchisse le pas. Hein. Mais à la limite, Faudrait pas me pousser trop fort. Ça s'est passé presque à la charnière. Tout à fait, On y est. tout à fait. Non, mais il était vraiment trop pourri. Ouais, tout Dévoré à fait, à la rouille, tout à et fait, tout, ce qui tout à pour fait. une voiture Et italienne. alors, ce qui est drôle, c'est que cette mode de la moto ancienne, des restaurations, va toucher tout le monde. Et alors, bon, je sais que tu participes de près ou de loin, enfin plutôt de près, mais à la restauration de Chevalier, parce qu'à l'époque où, avec Chevalier, tu faisais tous ces moules, tous ces carénages, tous ces plastiques. Aujourd'hui, Alain nous a quittés il y a déjà 4 ans. Oui. Et beaucoup de gens restaurent ces motos. D'ailleurs, Alain, de son vivant, avait refabriqué 2 machines qu'il fallait terminer. Donc, comme par hasard, et Alain, entraîné par Eric Saul, dont tu nous as parlé tout à l'heure, était lui aussi revenu aux environs de 2010 voir ce qui se passait sur les circuits de moto anciennes, avec un œil critique à la cheval au début, et il a mordu à l'hameçon instantanément. Bah oui, c'est normal. Hein et comme par hasard, il t'a redemandé de l'accompagner dans cette aventure-là. Non, pas spécialement. Il n'y a pas eu Pas vraiment... spécialement lui, mais... Non, d'abord parce que géographiquement, à ce moment-là, moi je suis Oui. plus juste à côté. Donc, et surtout par l'intermédiaire d'Éric, il fait la connaissance d'Olivier Desmurs, qui est un
quelqu'un d'extrêmement doué, qui a reconstruit avec la bénédiction d'Alain et tous ses outillages, Choisi par Alain choisi lui-même. par Alain, validé par Alain, plusieurs parties-cycles avec la bénédiction d'Alain. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis géographiquement, c'est vrai que c'était pour moi qui était le plus pratique. Ce qui ne nous empêchait pas d'échanger, de rouler. Tout à fait. Un des événements qui, moi, m'a fait vraiment plaisir, Alain a roulé pour une seule et unique fois à Dijon au Coupe Moto Légende. J'ai oublié l'année, mais il doit y avoir une dizaine d'années. C'est 2012 ou 2013, Ouais, et je pense. 2013. pour l'anecdote, sachant qu'Alain faisait ça, moi j'avais remis en état la 250 Kif que j'avais construit pour faire les Grands Prix en 85, avec laquelle avait roulé Thierry Rapicot, et je me suis retrouvé dans la grille de départ à Dijon, À côté avec Alain d'Alain. sur une chevaille et moi sur la mienne. Et je reconnais que c'était un moment plutôt amusant. Ouais, je me souviens, il avait ressorti un vieux cuir vert Ouais, d'espier, je crois. abominable Ouais. qu'il avait à l'atelier d'un de ses anciens pilotes. Exactement. Et ça reste une continuité parce qu'aujourd'hui, ne parlons pas des chevaliers, mais toutes ces motos françaises, ça va être un peu la conclusion de cet entretien. Tu as un tel plaisir non seulement à les avoir, mais à les étudier, que tu projettes d'en exposer un bon nombre lors de la prochaine Sunday Ride classique. Alors c'est plus qu'un projet. Hein. Oui, ça C'est- va se faire. C'est une idée qui a été lancée il y a maintenant presque 2 ans. Le Covid est venu se greffer là-dessus, donc évidemment ça n'a pas pu se faire. Et Jean-Pierre Bonato, qui est un copain de longue date, m'a donné son feu vert là à l'automne. Il devrait y avoir dans une expo regroupant le plus possible de motos de vitesse françaises, hein. Pas d'endurance, c'était une moto, de motos de vitesse, hein. Donc qui vont du 50 ABF au 50 Scrab, les motos bécanes, des Pernod, des Chevaliers, des Fior, Des des JBB, JBB, une Drouliole, enfin bref, tous les gens qu'on est arrivé à contacter qui ont Et des à motos retrouver. présentables vont venir et But et Sambiaz et Pernod, donc tout le monde joue le jeu et nous allons dans un stand où c'est pas encore bien clair avec Jean-Pierre sur l'endroit exact qui va être retenu parce qu'il peut probable qu'il y a il y a des outils d'exposition au Castellet qui se prêtent à ce genre de choses. Et donc c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Alors, dernière chose à dire aussi, et là, je suis le premier à le dire parce que tu nous as épatés, comme si toute cette palette d'activités ne suffisait pas, tu as écrit l'histoire de JBB, qui va d'ailleurs faire partie d'un développement à part de cette interview. Tu as écrit l'histoire de JBB, et qui va constituer un livre absolument passionnant, puisque j'en ai vu les bonnes feuilles, et qui va sortir à la fin du mois de mai, publié par Café Racer. Donc on peut dire que tu auras quand même fait une boucle cohérente de bout en bout, en gros, de ta première mobilette d'adolescent à aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement, mais une fois de plus, c'est pas un truc qui était prémédité, c'est le hasard de ce que moi j'appelle des discussions de bistrot. C'est-à-dire que même si on y va peu, mais bon, c'est quand même, c'est une image, hein. C'est-à-dire qu'on discute de tout et de rien, comme ça part en vrille dans tous les sens. Et puis on en est, tiens, on pourrait pas faire ça. C'est compliqué, et comme j'ai quelques mauvaises fréquentations, dont certains journalistes et des gens qui écrivent des livres, donc c'est vrai que j'avais matière à me renseigner, faisable, pas faisable, qui d'abord se sont moqués de moi parce que c'était une montagne, c'est vrai d'ailleurs, c'était une montagne à gravir, mais qui par contre très rapidement m'ont guidé, m'ont expliqué comment m'y prendre, éviter de s'y prendre mal. Bon, ça s'étale sur c'est 6 ans à peu près. Ça ne veut pas dire que j'y ai travaillé 6 ans. Il y avait des fois des mois entiers dont je ne m'en occupais pas du tout. C'était Rencontrer les gens, je reconnais qu'au départ, des fois ça m'arrive d'être un peu moqueur quand je découvre dans un livre qu'il y a des erreurs. J'ai considérablement révisé ma position là-dessus. Merci. Je découvre combien c'est compliqué, combien il faut recouper, prendre son temps. Et c'était Et que difficile. même la mémoire des vivants, témoin oculaire d'un événement, peut être faillible. Ouais. Ça, c'est le plus terrible. Ouais. C'est que se fier à une source et découvrir après coup que finalement... écoute, on va te remercier, mais d'un seul coup, ça me revient en tête parce qu'on l'avait évoqué. Il y a eu tellement de choses dans ta vie, je ne sais pas pourquoi il me revient en tête une histoire pendable où tu avais accompagné 2 pilotes de moto-bécane au premier Abidjan-Nice en 1977. Un des deux était sur une 125 moto-bécane de route et l'autre
sur un prototype tout-terrain de 350 motobécanes que tu avais construit. C'est quoi cette histoire? Alors, je vais essayer de la faire rapide parce que c'est une histoire qui est longue à raconter. En 1976, j'ai fait la connaissance à Levallois-Perret d'un personnage haut en couleur qui s'appelait Jean-Pierre Camino, qui était mécanicien de Michel Baloche en Grand Prix et qui se retrouvait tout seul pour accompagner Michel au Grand Prix d'Allemagne. Il m'a demandé de venir avec lui, je suis allé avec lui, je trouvais ça sympathique et amusant. J'avais rien à faire, moi je suis pas mécanicien, mais bon, il n'était pas tout seul. Je ne suis pas mécanicien, dit-il. Non. Moi je fais du métal, de la poussière, de la disqueuse. Alors disons-le des comme coups de ça, marteau. tu n'es pas motoriste. Mécanicien. Un mécanicien, il va serrer exactement. J'y arrive. Je suis pas complètement nul, mais c'est pas mon métier et je vais pas être performant. Oui, d'accord. Il y a des automatismes. Un mécanicien de Grand Prix, mais un mécanicien tout court, il a des automatismes. Il va pas oublier une vis. Il faut vraiment que le cerveau il soit intégralement consacré à ça. Et ce qui n'est pas mon cas puisque je le pratique peu. C'est comme un tennisman qui frappe pas souvent des balles, un musicien qui joue pas assez. Et bien évidemment, il y a des fausses notes. Et je ne suis pas mécanicien. J'y arrive, mais je suis pas bien. Et je suis beaucoup plus performant s'il s'agit de réinventer une pédale de frein, de monter un carénage, de faire une prise d'air, parce que c'est mon truc. C'est là où je suis... Ouais. T'es plus aisé. J'ai plus d'expérience et plus de pratique, donc je suis performant. T'es plus performant dans la création que dans la répétition. La création, le mot est un peu fort. Oui, de construire, de faire un travail manuel. J'ai compris. C'est complémentaire. Voilà. L'un a besoin de l'autre. Et donc, le mécanicien de motobécane t'emmène voilà, voir un je Grand vais Prix. faire le Grand Prix. Sur place, il me présente Rémi Louvel, qui était le rédacteur en chef du journal interne Motobécane Information, lequel Rémi Louvel avait déjà fait l'année précédente le rallye Abidjan-Nice avec une 125 motobécane, plus ou moins transformée en tout-terrain, mais bon, c'était pas le Dakar d'aujourd'hui, c'était très roulant, De la piste, oui. beaucoup de pistes et pas beaucoup de terrain. Il me demande de construire une partie cycle de tout-terrain autour du 350 motobécane. Il y a un moment de flottement parce qu'on a envie de lui dire non. Et puis moi, je suis artisan, je viens de me mettre à mon compte, c'est un client, c'est l'usine. Je vais présenter une facture et pour le faire, et pour faire l'assistante sur place, je dis oui. Je mets mon mouchoir dessus, j'imagine assez mal comment ça peut bien se passer, mais bon. En plus, j'ai mis mes pieds en Afrique, je suis néophyte absolu. Bon, je connais une moto de tout terrain. L'idée de l'aventure africaine te plaît. Oui, tout à fait. Et comme je veux pas inventer l'eau... Alain Chevalier dit toujours, ne faut pas inventer l'eau tiède quand l'eau chaude existe déjà. Et donc, j'avais à la motocyclette, chez mon copain Patrick Vallée, emprunté une 500 TT de cross, et j'avais mis dans le marbre, colonne de direction, fourche de 6 ans, l'empattement, le bras oscillant, tout, surtout pour inventer l'eau tiède. 1000 motobécanes dedans, fabriquer un sabot, un réservoir, un machin, et nous voilà partis en Afrique. L'épreuve, c'est... Terminé vite. Très rapidement. Bon, la 120, il y avait une 125, mais ça, je m'en occupais pas du tout, avec Pierre Schrick. La 125 est partie à rouler. La 350 a abandonné très rapidement. On n'avait même pas vu le tout-terrain. On voyait encore les tours d'Abidjan, Goudron. Enfin bref, pour des raisons mécaniques. Cela étant, avec du recul, si nous avions roulé plus longtemps et qu'on avait abordé le tout-terrain, comme moi, je n'avais aucune expérience, on aurait eu quelques tracas. Mon filtre à air était au minimum dérisoire. Et donc, je pense que la mécanique n'aurait pas aimé ça assez longtemps. Il y avait plein de choses que j'avais fait avec mon expérience de moto de vitesse qui n'étaient pas applicables en tout terrain. On a cassé le moteur assez rapidement avant de voir le sable. Avec du recul, c'était plutôt une bonne chose. Bon. Voilà. Donc, bref. Voilà. Enfin, ça s'est arrêté là. Et puis, quelques années plus tard, tu es impliqué dans l'écurie Yamaha Dakar. En tout cas, on va en rester là, en te remerciant de ces moments précieux qui vont sûrement réjouir les auditeurs, tous ceux qui nous regardent sur Bike 70. Merci Yves. Merci.